L'éducation est la condition de l'humanité. L'homme n'est pas naturellement homme. Il ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce qu'elle le fait. L'éducation est un processus hérité et transmis entre les hommes, et c'est dans le problème de l'éducation que gît le grand secret de la perfection de la nature humaine, écrit-il dans son traité de pédagogie. L'objectif est de rendre l'humanité meilleure, plus habile et plus morale, pour atteindre le bien général et la perfection à laquelle elle est destinée. Une bonne éducation est précisément la source de tout bien dans le monde. L'éducation se divise en deux parties principales. La discipline, première partie qui est négative, elle nous fait passer de l'état d'animal à celui d'homme. Elle empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité, par ses penchants brutaux. Elle est purement négative car elle se borne à dépouiller l'homme de sa sauvagerie, la sauvagerie qui est, d'après Kant, l'indépendance à l'égard de toutes les lois. La discipline soumet l'homme aux lois de l'humanité et commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Et cela doit avoir lieu de très bonne heure, car l'homme a un grand penchant pour la liberté. En effet, les gens qui ont, dans leur enfance, pris une longue habitude de cette liberté lui sacrifient tout et suivent leurs caprices. Le manque de discipline est un mal pire que le défaut de culture, car celui-ci peut se réparer, tandis qu'on ne peut plus chasser la sauvagerie et corriger un défaut de discipline. Il écrit à ce propos : « Nous devons donc nous accoutumer de bonne heure à nous soumettre aux préceptes de la raison. Quand on a laissé l'homme faire toutes ses volontés pendant sa jeunesse et qu'on ne lui a jamais résisté en rien, il conserve une certaine sauvagerie pendant toute la durée de sa vie. Il ne lui sert de rien d'être ménagé pendant sa jeunesse par une tendresse maternelle exagérée, car plus tard il n'en rencontrera que plus d'obstacles de toutes parts, et il recevra partout des échecs lorsqu'il s'engagera dans les affaires du monde. C'est une faute où l'on tombe ordinairement dans l'éducation des grands, que de ne jamais leur opposer de véritable résistance dans leur jeunesse, sous prétexte qu'ils sont destinés à commander. Chez l'homme, le penchant pour la liberté fait qu'il est nécessaire de polir sa rudesse. Chez l'animal, au contraire, l'instinct dispense de cette nécessité. Lorsque Kant parle de l'éducation des grands, il se réfère aux gens de la royauté, par exemple. Ensuite, nous retrouvons la culture, qui est la seconde partie de l'éducation. Elle comprend l'instruction et les divers enseignements et donne l'habileté, laquelle est l'aptitude suffisante pour toutes les fins qu'on peut avoir à se proposer. La partie positive de l'éducation physique est la culture. C'est par là que l'homme se distingue de l'animal. La culture peut être elle-même perçue comme négative ou positive. En effet, la discipline est une forme de culture négative car elle est la condition indispensable pour que l'homme puisse être cultivé. Et la culture positive de l'éducation est l'instruction et la direction, qui méritent le nom de culture au sens propre. Celui qui gère l'instruction est plutôt le précepteur, celui qui donne les différents enseignements, tandis que celui qui donne la direction est plutôt le gouverneur qui accompagne l'enfant dans la vie de tous les jours. Ainsi, discipliner les hommes empêche ce qu'il y a d'animal en eux d'étouffer ce qu'il y a d'humain. Selon Kant, l'éducation a trois fonctions principales, ou trois objectifs principaux. La première fonction, c'est de cultiver les hommes, incluant l'instruction et l'acquisition d'habileté qui est l'aptitude suffisante pour toutes les fins qu'on peut avoir à se proposer. En deuxième, faire acquérir de la prudence, qui est le savoir-vivre en société pour se faire aimer et avoir de l'influence. Et enfin, la moralisation. L'homme doit savoir se faire une maxime pour ne choisir que de bonnes fins, lesquelles sont celles qui sont nécessairement approuvées par chacun et qui peuvent être en même temps des fins pour chacun. Cette moralisation est la condition la plus importante dans l'éducation privée ou familiale. Kant distingue deux époques dans l'éducation de l'élève. La première où il y a une contrainte mécanique, la seconde où on retrouve une contrainte morale. La première est celle de la soumission et de l'obéissance passive, où l'obéissance de l'enfant ou de l'élève est à la volonté absolue de celui qui dirige, comme je l'ai dit avant, celui qui donne la direction. Cette obéissance est extrêmement nécessaire car elle prépare l'enfant à l'accomplissement des lois, y compris celles qu'il n'aimerait pas comme futur citoyen. La seconde époque, celle qui arrive un peu plus tard, où l'élève peut faire usage de sa liberté et de sa réflexion à condition de les soumettre à des lois, l'époque de la contrainte morale, il doit alors obéir à une volonté raisonnable et bonne. Il faut concilier soumission et liberté. La contrainte est nécessaire pour cultiver la liberté. L'enfant doit s'habituer à ce que sa liberté soit contrainte pour apprendre à en faire bon usage et pouvoir un jour se passer du secours d'autrui.
La culture morale ou éducation morale doit se fonder sur des maximes, non sur la discipline. La discipline empêche les défauts tandis que la culture morale forme la façon de penser. L'enfant doit agir d'après des maximes dont il perçoit la justice, car la discipline seule ne laisse que des habitudes qui s'éteignent. D'ailleurs, la discipline caractérise la première époque de l'élève, celle de la contrainte mécanique où il obéit passivement, tandis que la culture morale correspond à la seconde époque, celle de la contrainte morale où l'élève fait usage de sa liberté en la soumettant à des lois. La moralité est sacrée et sublime selon Kant, et ne doit pas être rabaissée au même rang que la discipline.